Alors déjà à l'époque, Hippocrate nous disait « ton aliment sera ton premier médicament ». Alors bien sûr, c'était vrai pour l'être humain, mais c'est également vrai pour l'animal. La santé et le bien-être de nos animaux passent donc évidemment par l'assiette. Alors il fut un temps où peu de personnes détenaient un savoir. Aujourd'hui, l'information circule partout, mais c'est difficile de faire le tri entre toutes les informations contradictoires qui figurent partout sur Internet. On trouve à peu près toutes les théories et elles ont presque toutes des arguments assez convaincants. Donc, je vais essayer de vous transmettre les éléments qui me paraissent les plus objectifs sur le sujet. Et puis, je vous parlerai également de ma position aujourd'hui, car elle a déjà beaucoup évolué. J'ai une approche qui est plutôt prudente et mesurée, parce que je pense qu'il n'y a pas de vérité en ce domaine et qu'on est loin de tout connaître parce qu'on nous cache beaucoup trop d'éléments et qui sont totalement aujourd'hui opaques et invérifiables. Alors, l'importance de l'alimentation. Eh bien, un animal bien nourri sera un animal en bonne santé, avec un bon poil, de taille et corpulence idéale, en pleine forme d'un point de vue physiologique, parce que l'équilibre alimentaire participe à la prévention de certaines maladies. On considère que l'équilibre alimentaire, il est atteint quand l'apport énergétique total est fourni à raison d'un certain pourcentage de protéines, lipides, glucides. Ces pourcentages sont utiles pour calculer une ration équilibrée. Mais la question importante pour déterminer ces pourcentages, c'est de savoir déjà si nos animaux sont plutôt carnivores ou s'ils tendent à devenir omnivores. Alors, le chien est-il carnivore ou omnivore? Et le chat? Question fondamentale puisque c'est elle qui définit quel régime alimentaire va lui être adapté. Eh bien, on sait déjà qu'il a une mâchoire de carnivore, c'est-à-dire que ses dents tranchantes sont conçues pour attraper, déchirer et couper des gros morceaux de viande. Les molaires ne sont pas larges et plates pour broyer de la matière végétale. Elles sont disposées en ciseaux et leur permettent ainsi de digérer de la viande, des os et de la peau. Les carnivores sont équipés de dents particulières qui incluent la présence de dents carnassières, la quatrième prémolaire supérieure, la première molaire inférieure. L'homme a modifié un petit peu la nature de l'animal. Par la sélection, il a modifié l'apparence extérieure, notamment pour les chiens. Mais par contre, on peut constater qu'il n'y a pas eu d'évolution sur le plan de l'anatomie interne. C'est-à-dire que l'intestin grêle est toujours un intestin qui est court et le gros intestin et le côlon aussi. Donc la nourriture traverse très rapidement l'intestin du chien et du chat. Or, les composés végétaux, ils ont besoin de temps pour reposer et fermenter, donc ils ne sont pas adaptés à la digestion des végétaux. Si on donne des végétaux, il faut les réduire en purée pour que le chien puisse les assimiler et en retirer des bienfaits nutritionnels. Alors, aujourd'hui, certains vétérinaires le qualifient de omnivore et d'autres de carnivore à tendance omnivore. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le loup et les carnivores stricts ne possèdent pas de gènes pour digérer l'amidon. L'amidon, c'est ce qui est à la base des céréales. Et l'amidon, pour être digéré, a besoin d'une enzyme qui s'appelle l'amylase et qui est produite chez nous par la salive et chez les animaux, le chien et le chat, par le pancréas. Et donc, ça leur permet de digérer des glucides et donc les céréales. Mais ils en produisent beaucoup moins que nous et donc ils peuvent en digérer beaucoup moins que nous parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Et le chat, par exemple, par rapport au chien, il en produit 2 à 3 fois moins. Alors, quelles sont les conséquences de ça? Eh bien, les animaux ne sont pas faits pour manger seulement de la viande parce que ça sollicite beaucoup trop les reins dans la mesure où c'est quand même très riche en protéines. Alors, c'est à nuancer en fait en fonction de la qualité des protéines parce que les protéines animales sont beaucoup plus digestes que les protéines végétales et malheureusement, on verra que dans les croquettes, il y a beaucoup de protéines plutôt végétales. Deuxième conséquence, l'animal, chat ou chien, ne peut pas être végétalien ou végane. C'est-à-dire que on peut, dans certaines conditions, les rendre végétariens si on admet l'apport en poisson, en œufs et en produits laitiers. En particulier pour le chat, parce que
pour le chat dans la mesure où il sort, parce que le chat, s'il sort, il peut chasser, mais il y a une très mauvaise digestibilité et ça fatigue énormément l'organisme de l'animal, et donc ça peut générer pas mal de problèmes de santé. Ensuite, dans l'idéal, pas de céréales ou très peu de céréales, parce qu'elles ne font pas partie de son régime alimentaire naturel, et elles peuvent provoquer des maladies ou des diarrhées, des gastro-entériques, des problèmes inflammatoires, des démangeaisons, des problèmes dermato également, des cancers parce que c'est le sucre qui est l'ingrédient qui nourrit en fait les cancers, de l'obésité, du diabète, enfin toutes les maladies de notre société. En plus, les céréales d'aujourd'hui ont perdu leur intérêt nutritionnel au détriment de l'amidon et du gluten, qui sont très allergisants et responsables de nombreuses maladies dermatologiques. Pour nous aussi, êtres humains, aujourd'hui, on déconseille les produits à base de gluten, de farine, qui provoquent aussi beaucoup, beaucoup de problèmes de santé pour nous, humains, donc on n'en parle même pas pour nos animaux. Alors, quels sont les besoins? Eh bien, les besoins, c'est déjà très peu de glucides. Parce qu'une alimentation qui est riche en glucides, elle fait travailler beaucoup trop le pancréas. Ça ralentit la digestion, ça entraîne de la fermentation d'une partie des aliments dans l'intestin et donc des gaz, des troubles digestifs. Et donc, on a des diarrhées, des pancréatites, des insuffisances pancréatiques, des augmentations des risques de torsion d'estomac. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'estomac d'un chien, par exemple, il met entre 4 et 7 heures pour se vider à partir d'une alimentation qui est riche en viande. Et avec un repas riche en croquettes, enfin 2 croquettes riches en céréales, plus exactement, il faut compter environ 12 à 15 heures, ce qui est colossal. Alors après, les besoins en lipides, donc en graisse, c'est au moins 10% sur matière sèche avec une bonne proportion d'acides gras essentiels, c'est-à-dire un rapport oméga 3, oméga 6 qui doit être situé entre 5 et 10. Ensuite, des protéines. Alors, on donne en gros de 3 à 6 grammes par kilo par jour, ce qui fait à peu près 50 à 55% de la ration en protéines. Mais c'est pareil, c'est variable en fonction de l'état, de l'âge, si c'est des chiots, si c'est des chiennes allaitantes, si c'est un chien qui a beaucoup d'activité ou pas, etc. Ensuite, il y a très peu de fibres pour le transit. Ils n'ont pas besoin de fibres, justement. 2 à 3% suffisent. Après, des minéraux. Alors, les principaux minéraux, c'est le calcium, le phosphore, le sodium. Calcium et phosphore travaillent ensemble. Donc, en fait, ce qui est important, surtout entre calcium et phosphore, c'est le rapport entre les deux. C'est-à-dire que dans l'idéal, le calcium doit représenter 1,2 par rapport au phosphore, sans dépasser 2. Donc, on doit avoir un rapport de 1,2 sur 1 entre calcium et phosphore, sans dépasser 2 calcium pour un phosphore. Et puis des vitamines qui sont essentielles au fonctionnement de l'organisme, comme pour nous, et qui aujourd'hui, malheureusement, sont très appauvries dans les aliments qu'on peut donner et bien souvent sont rajoutées à l'alimentation, doivent être rajoutées à l'alimentation. Et enfin, des oligo-éléments qui sont des substances qui sont présentes en très faible quantité, mais dont le rôle est essentiel à la bonne santé de l'animal. Vous avez bien entendu le fer, le zinc, l'iode, le sélénium, le cuivre, le chrome, etc. Alors, le constat. Je dirais que ça remonte à environ une vingtaine d'années. On voit apparaître chez nos animaux, comme chez nous d'ailleurs, des maladies qui n'existaient pas avant, ou très peu. C'est le diabète, les cancers, l'insuffisance rénale qui devient un fléau. Les allergies alimentaires, les calculs urinaires. Et on a en parallèle une diminution de la qualité de croquettes alors qu'on a une flambée des prix des croquettes. Et puis une corrélation entre la maladie et l'augmentation des ventes de croquettes. Et puis, enfin, on a malheureusement, et ça c'est controversé, mais je trouve que ce n'est pas très honnête de le controverser, c'est-à-dire qu'il y a une inversion maintenant de la courbe d'espérance de vie. Alors, c'est vrai qu'on a très peu de moyens de preuve parce qu'on n'a pas des statistiques et puis ça n'intéresse personne de dépenser de l'argent pour ça. Après, il y a une réalité.
La réalité, si vous pouvez la constater tous en regardant un petit peu ce qui se passe, regardez sur les pages Facebook de chaque race un petit peu tout ce qui est dit. On a des races qui ont une expérience de vie qui diminue fortement. On a une hécatombe chez les grandes races. Moi, par exemple, le bouvier bernois, quand je l'ai connu dans mon enfance, il y avait des bouviers bernois de 13-14 ans. Aujourd'hui, quand il arrive à 10 ans, tout le monde chante des louanges. Il y en a énormément qui partent à 6-7 ans. Alors, en fait, pourquoi les vétérinaires disent qu'il y a que la courbe d'espérance de vie n'est pas inversée? C'est parce que les petites races ont une longévité beaucoup plus grande. Et comme aujourd'hui, il y a beaucoup plus de petits chiens que de grands, ben, ça fausse les moyennes, ce qui permet de dire à certains vétérinaires qui sont franchement pas très honnêtes que l'espérance de vie continue à allonger. C'est totalement faux. Alors, c'est vrai certainement dans la moyenne, mais si on regarde race par race, c'est totalement faux. Or, avec les progrès de la médecine et de la chirurgie, eh ben, l'espérance de vie devrait justement rallonger, ce qui n'est pas le cas. Et il y a de plus en plus d'animaux malades. Alors, on les emmène parfois un peu plus loin parce qu'on a des traitements qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, 40 ans. Mais par contre, avant, les gens voyaient le vétérinaire une fois par an pour faire les vaccins. Aujourd'hui, il y en a qui passent leur journée chez le vétérinaire. Alors, si on les nourrit avec des céréales, quelles conséquences ça a? Eh ben, ça sollicite beaucoup trop le pancréas. Ça lui demande un effort supplémentaire parce qu'il doit fonctionner de manière beaucoup plus intensive afin de digérer une nourriture qui est à base d'hydrates de carbone et d'amidon, alors qu'il devrait se nourrir essentiellement de protéines animales. L'utilisation de céréales, en plus, elle est souvent de qualité douteuse, parce que les céréales qu'on met dans les croquettes, ce n'est pas les céréales top niveau, et elles pourraient être responsables de problèmes allergiques, notamment de problèmes de peau, tels que, par exemple, les dermatites atopiques. Et le problème, c'est aussi qu'elles contiennent parfois des moisissures, voire des insectes ou des parasites, et donc elles sont infestées par des micro-organismes qu'on appelle les mycotoxines, qui sont des moisissures présentes dans les céréales et qui ne sont pas éliminées par la cuisson. Ensuite, les protéines végétales sont relativement mal assimilées par des organismes qui sont quand même plutôt carnivores. Et donc, ce n'est pas un apport en protéines de choix pour l'animal qui devrait consommer quasiment que des protéines animales et non pas végétales. Donc, quand vous voyez aussi le taux de protéines sur un paquet de croquettes, on vous dit rarement combien de protéines animales, combien de protéines végétales. Si l'essentiel des protéines sont végétales, on aboutit à des problèmes de santé chez l'animal. Alors, les différents types de nourriture qu'on va regarder, ce qu'on appelle l'alimentation ménagère, en gros, c'était l'alimentation qu'on donnait il y a un certain nombre d'années avant que les croquettes arrivent sur le marché. L'alimentation sèche, donc ce sont les croquettes. L'alimentation humide, c'est plutôt les boîtes et les pâtés. Ensuite, je vais parler quand même un petit peu de l'eau qui n'est pas vraiment une nourriture, mais qui est un élément important. Et puis, normalement, le barf, c'est Anne qui va vous en parler dans le détail. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Parce que Anne utilise le barf que moi, je n'utilise pas. Et donc, je connais un certain nombre de choses sur le barf, mais elle connaît ça mieux que moi. Et je préfère que ce soit elle qui vous en parle et qu'elle vous en parlera à la fin. Si toutefois, elle a réussi à… Oui, j'ai réussi. Ah, super. Bon, Oui. pas super. Donc, tu prendras le relais sur le barf. Ok. Alors, donc moi, je commence avec l'alimentation ménagère. Alors, l'alimentation ménagère, aujourd'hui, autant vous dire que ça serait bien de pouvoir leur donner, si possible, du bio. Maintenant, vu les prix, je comprends tout à fait que ça soit compliqué. C'est déjà compliqué de donner une alimentation de qualité au niveau de la quantité de viande qu'il faut mettre dans la ration. Alors, évidemment que si on part sur du bio, c'est pratiquement impossible à acheter pour tout le monde, à moins d'avoir un tout petit chien. En gros, il faut donner 130 grammes de viande par tranche de 10 kg de poids par jour. Et c'est bien entendu à adapter selon la taille de l'animal, son activité, son âge. On ne donnera pas la même chose à un chien qui est très actif qu'à un chien qui a 14 ans, qui ne bouge plus beaucoup. Ensuite, en frais ou en surgelé. Parce que, bien que je ne sois pas fan du surgelé non plus, mais quand on a des gros chiens et un certain nombre de chiens, on n'a pas tellement le choix, on ne peut pas aller faire des courses trop souvent.
En tout cas, pas de conserve à cause du sel qui est utilisé comme conservateur. Pour ce qui est des légumes, c'est soit vapeur, soit cru mixé, et si possible en association plusieurs en même temps, dans l'idéal. Alors, on dit donc la moitié en protéines animales, un quart en légumes, un quart en céréales, si possible avec peu ou pas de gluten. Moi, je dirais même, on évitera les céréales aujourd'hui. Alors, moi, j'en donne un petit peu, je vous parlerai après de ce que je donne, moi, à mes chiens. Je donne un peu, par exemple, de sarrasin bio. J'en donne un petit peu, c'est plus pour avoir un apport un peu plus énergétique et pour des chiens qui sont quand même assez actifs. Mais je dirais que pour des chiens qui sont, par exemple, assez âgés, je ne mettrai carrément pas de céréales. Il faut bien entendu éviter tout ce qui va fermenter, c'est-à-dire les pois, les flageolets, les lentilles, les choux, qui sont souvent mis par les fabricants dans les croquettes, dans les légumes. Pour moi, ce n'est pas des légumes, c'est plutôt des féculents. Les pommes de terre, pareil. Évidemment, jamais de pommes de terre crues, mais même la pomme de terre cuite, ça contient de la solanine qui est toxique. Et même si elle en contient beaucoup moins que la pomme de terre crue, elle en contient quand même. Et donc, les croquettes où on voit que l'ingrédient majoritaire, ce n'est pas des céréales, mais c'est des pommes de terre, attention. Si on donne des os charnus, on verra ça sur le barf, Anne vous en reparlera, ça sera toujours cru. Moi, je donne par exemple des coups de volaille. Je ne donne pas de barf, mais je donne des coups de volaille parce que ça, c'est effectivement, je trouve pas mal, mais j'en donne plus en friandise quelque part. Et puis, supplémenter en levure de bière et en calcium, parce que la plupart du temps, c'est carencé. Et supplémenter également en huile de colza, première pression à froid. Alors, on dit une cuillère à soupe par jour pour un chien de 20-30 kilos. Ou alors, des huiles de poisson, mais on verra lesquelles. Ça, c'est Anne qui traitera ça quand elle parlera du barf, parce qu'elle reprendra un petit peu ça en détail. Après, on me demande souvent, est-ce qu'on peut donner des fruits aux animaux? Alors oui, mais plutôt à distance des repas. À distance des repas, c'est si vous leur donnez, par exemple, un repas le matin, un repas le soir, je dirais vous pouvez leur en donner, par exemple, à la fin de votre repas de midi, si vous voulez leur donner un petit encas. Mais en tout cas, au plus tard, 1 heure avant le repas de la journée. Sinon, le problème, c'est des fermentations acides. Alors, ça vient pas. Alors, les inconvénients. Ben déjà, ça demande un certain nombre de connaissances en alimentation et puis ça demande de calculer les rations. Alors, pas forcément peser, mais en fait, il faut souvent tâtonner pour trouver la quantité qui correspond à l'animal. Moi, je sais qu'au début, tous mes chiens, j'avais appliqué les quantités qui sont données, c'est-à-dire en gros, on disait qu'il faut à peu près 3 fois plus en quantité que en croquettes. J'avais donné ça et moi, mes chiens ont tous grossi. Mais je ne m'en suis pas aperçue malheureusement tout de suite. Et donc, du coup, après, il a fallu que je les rationne. Donc, il faut tâtonner un petit peu pour trouver la quantité qui correspond à l'animal. C'est très compliqué de donner vraiment une quantité en frais. Et donc, il faut essayer. Le temps de préparation qui est parfois assez important. Ce n'est pas toujours évident d'éviter les carences, notamment par exemple pour des chiots. Pour des femelles en gestation, même pour des chiens en fin de vie, il faut quand même baisser un petit peu. Quand le chien a été stérilisé, également, il faut baisser un peu la ration. Donc tout ça, il faut tâtonner et parfois, il a un peu grossi ou un peu maigri. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la qualité des minéraux qu'on trouve et des vitamines qui sont contenues dans les matières premières sont bien meilleurs que les minéraux et les vitamines qu'on trouve dans des croquettes qui sont des minéraux et des vitamines qui ont été rajoutés, donc des vitamines et des minéraux de synthèse. Après, il y a un coût, évidemment, qui est assez important si on prend des matières de qualité. Et puis, il faut parfois donner un complément vitaminé également, selon les cas. Le problème, c'est que vous pouvez difficilement, aujourd'hui, avec un budget raisonnable, les nourrir intégralement avec une alimentation ménagère. Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir, parce que je n'habite plus en France et que là où je suis, je peux me permettre ça. C'est pour ça que moi, je n'utilise pas le barf.
parce que j'ai la viande fraîche au prix où Anne me touche à peu près pour le bar. Donc, moi, j'utilise l'alimentation ménagère essentiellement pour mes chiens et mes chats, mais je comprends tout à fait que ça soit compliqué à utiliser matin et soir uniquement pour nos animaux parce que ça revient quand même assez cher. Alors après, l'alimentation sèche, donc les croquettes. Alors, on a un choix très très important de croquettes avec un nombre impressionnant de marques et avec tous les arguments commerciaux et la composition qu'il faut vraiment détailler parce que c'est un scandale. C'est un scandale parce que on peut nous manipuler et on verra à la fin de notre conférence si on en a le temps. Je demanderai peut-être dans le public les croquettes que vous utilisez, puis on ira chercher une ou deux étiquettes de sacs de croquettes pour les analyser, parce que vous verrez que entre ce qu'ils veulent nous vendre, nous faire croire et leur réalité, c'est totalement différent. Alors dans ce domaine-là, j'ai une légitimité pour en parler parce que j'ai fabriqué moi-même des croquettes. Enfin, j'ai fait fabriquer mes propres croquettes avec ma recette et je connais toutes les manipulations auxquelles on a droit. J'ai arrêté et je sais pourquoi. Et donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a des différences qui sont très importantes selon la composition des différentes croquettes, mais il faut s'y connaître énormément pour être capable de lire les étiquettes d'une croquette à l'autre et faire la part des choses. Et puis, il y a tout ce qu'on nous cache sous prétexte du secret de fabrication, parce que, bien entendu, les industriels ne nous communiquent pas la totalité des informations, mais seulement ce qui peut les arranger. Et ils manipulent l'information pour ne la montrer que sous l'angle qui les arrange. Alors après, il y a le procédé et la température pour obtenir ce résultat aussi qui sont très importants, parce que plus un aliment est soumis à la chaleur, plus il perd ses vitamines et ses minéraux, et donc plus on va lui rajouter des substances de synthèse. Donc il faut essayer de choisir des croquettes qui sont pressées plutôt à froid ou à basse température. Ok, alors c'est pareil, si on prend des croquettes de très bonne qualité, ben, elles valent aussi très cher. C'est comme l'alimentation fraîche quelque part. Hein. Les croquettes de très bonne qualité, vous ne pouvez pas les trouver à un prix ridicule. Hein. Ça n'existe pas. Je ne dirais pas qu'on en a toujours pour son argent, parce qu'il y en a qui sont très chers et qui ne valent pas grand-chose. Mais quand vous achetez à bas prix, en général, vous avez ce que vous achetez. Hein. Alors les avantages principaux des croquettes, ben, c'est surtout pratique. C'est l'aliment le plus utilisé aujourd'hui. On peut l'acheter en grande quantité, faire des réserves. Et donc, c'est vrai qu'on peut stocker pour des mois. Hein. Moi, je sais que pendant qu'on était vraiment en période où on ne pouvait absolument pas sortir avec donc, comment le Covid, eh ben, c'est vrai que j'ai acheté un certain nombre de sacs de croquettes pour avoir de quoi leur donner à manger si jamais je ne peux pas sortir acheter. Évidemment, c'est pratique et aussi parce que c'est très rapide pour doser et à conserver, on peut stocker. Il n'est pas nécessaire de donner de grosses quantités. Alors, une bonne hygiène bucco-dentaire, oui, si l'animal les croque, mais il y a des animaux qui les avalent comme des aspirateurs. Donc, s'ils les avalent et qu'ils ne les mâchent pas, évidemment, c'est plus un argument qui est un avantage. Maintenant, s'ils ne les avalent pas et qu'ils les mâchent, eh ben, c'est quand même pas mal par rapport au brossage de dents. Mais c'est vrai que le parc est encore meilleur dans ce domaine-là. Et normalement, c'est équilibré au niveau des nutriments parce que là-dessus, les industriels, même si c'est des trucs de synthèse, ils essayent quand même de donner les nutriments nécessaires pour que l'animal ne soit pas trop carencé dans ces domaines-là. Alors, les inconvénients, j'en ai déjà un petit peu parlé, le risque de contamination. Alors, contamination à la fabrication, parce qu'il peut y avoir des mycotoxines, surtout quand il y a des céréales. Mais aussi, vous, si vous conservez mal vos croquettes ou trop longtemps, parce qu'il peut y avoir une prolifération de moisissures et des insectes ou d'autres bêtes dans votre croquette. Et puis, si vous stockez dans un milieu humide, non hermétique, etc. Autre inconvénient, elles contiennent très peu d'eau, donc l'urine se concentre et s'évacue beaucoup moins qu'avec une alimentation qui contient beaucoup plus d'eau. Et on a de plus en plus de problèmes de calcul, rénaux ou urinaires. Et puis, on a dit le coût si on achète des matières de qualité.
L'alimentation humide. Alors, ce qu'on appelle alimentation humide, c'est ce qu'on appelait les pâtés, les boîtes de conserve, etc. Alors, ce sont souvent des repas qui sont assez appétissants pour le chien, mais attention parce qu'ils mettent beaucoup d'exhausteurs de goût. Et vous avez souvent d'ailleurs des chiens qui préfèrent manger des pâtés plutôt que des croquettes, parce que c'est plus appétant. Les goûts sont variés, ça permet aussi à l'animal de ne pas toujours manger la même chose. Et ça peut être intéressant, en particulier pour les animaux qui ont du mal à boire, parce que c'est plus humide. Comme ça contient beaucoup d'humidité, ben, par contre, le chien doit en consommer davantage que des croquettes pour avoir le même apport en nutriments. Donc, il faut donner plus de quantité et ça revient souvent plus cher. Et puis, on voit aussi dans les avantages que le fait qu'il y ait beaucoup d'humidité permet d'éviter un petit peu les problèmes urinaires, les problèmes de calcul, etc. parce que justement, il y a plus de boissons. Et puis, on trouve aujourd'hui quand même des aliments humides qui sont assez bien équilibrés, voire bio. Moi, j'achetais par exemple sur Zooplus les boîtes Hermann's Bio, et puis du riz et des légumes bio également qu'on trouvait aussi chez eux. Ils ont plusieurs marques qui font du bio. Et mais Hermann's Bio, l'avantage, c'est qu'il y avait des boîtes qui ne faisaient que de la viande. Et donc, on pouvait doser la quantité de viande avec la quantité de légumes plutôt que d'acheter un produit tout prêt entre viande et légumes mélangés et qui est souvent, évidemment, pour que ce soit moins cher en prix, beaucoup plus chargé en légumes ou en céréales qu'en viande. Alors, principal inconvénient, ça reste la conserve. Donc, pour une utilisation quotidienne, je le déconseille, mais par contre, en dépannage, ça peut faire l'affaire. Et puis, évidemment, si on l'utilise à longueur d'année, ben, il y a des risques de pathologie bucco-dentaire parce que du coup, le chien, il ne mâche rien du tout, il avale tout. Et du coup, ça peut créer des problèmes à ce niveau-là. Également, ça se conserve beaucoup moins que l'alimentation sèche parce qu'une boîte de nourriture humide, elle doit être consommée normalement dans les 48 heures pour garder sa fraîcheur et la qualité des nutriments. Et puis, le principal inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup trop de sel. Et parce que le sel sert à la conservation. Et donc, et à l'appétence également d'ailleurs. Et un apport excessif dans le sel peut engendrer une augmentation à la fois de la tension artérielle, des troubles rénaux ou aggraver une maladie cardiaque. Donc, pas mal de problèmes avec les animaux qui sont nourris essentiellement avec des pâtés. Alors, c'est vrai que je vois moins chez les chiens, mais chez les chats, il y a beaucoup de gens qui nourrissent à la pâtée parce que les chats ne mangent pas trop les croquettes, ils n'aiment pas trop, et qui mangent plus les pâtés. Alors, attention quand même de ne pas donner trop de pâtés aux chats, parce que c'est pas top. Sauf si maintenant votre chat sort, il chasse et il mange des proies. Là, c'est quand même plus dilué, donc il y a moins de risques. Alors, l'eau maintenant. Eh ben, leur corps, comme le nôtre, il est composé à 60% d'eau. C'est donc le premier nutriment et c'est l'aliment le plus indispensable à la vie. Donc, l'eau, on la trouve dans les boissons, mais également, on l'a dit, dans les aliments. La majorité des aliments, que ce soit les légumes, les fruits, la viande, le poisson, contiennent, comme l'organisme, environ 60% d'eau, parfois davantage. Un aliment qui est excellent pour les animaux, c'est les courgettes, surtout quand ils ont faim, parce que c'est 90% d'eau, par exemple. Et ça contient très peu de calories. Donc, les animaux qui ont besoin de quantité de se remplir, c'est bien de donner des courgettes. Alors, attention, pas mélanger à des croquettes. Hein. Si vous mélangez du frais et de la croquette, là, ça ne va plus du tout parce que les temps de digestion n'étant pas du tout les mêmes, ça crée justement des problèmes. Alors, un chien doit consommer environ 50 à 75 millilitres par jour par kilo de poids corporel en eau. Alors, bien sûr, il est comme nous, il consomme plus quand il fait chaud. C'est pareil, plus pour les chiots et les femelles en gestation, qu'il faut qu'ils produisent, par exemple, le lait. Et puis, s'il mange un aliment sec, ben, il doit consommer beaucoup plus d'eau aussi, et il consomme pas toujours assez d'eau à côté des aliments secs. C'est pour ça que les aliments humides sont quand même intéressants, parce qu'avec un aliment humide, même s'il boit peu, ben, comme il consomme beaucoup d'eau en mangeant son aliment, il a déjà une grande proportion d'eau qui est apportée par sa nourriture. Si possible, varier les eaux et éviter l'eau du robinet en permanence. Alors, en donné, qui boivent de l'eau, vous savez, bon, ils boivent aussi de l'eau dans les flaques, ils boivent de l'eau de pluie, ils boivent de l'eau dans les mares, mais essayez quand même de donner de temps en temps des eaux, pas forcément très minéralisées, mais en tout cas des eaux de bonne qualité.
Alors, en ce qui concerne les pistes de solutions, comment faire? Parce qu'avec tout ça, c'est compliqué de s'y retrouver. Ben déjà, essayer de varier l'alimentation. Alors, varier l'alimentation, mais par exemple, je vous ai dit, dans un même repas, on ne va pas mélanger des croquettes et de l'alimentation fraîche. Deuxième piste de solution très importante, et c'est pour ça que si vous n'avez pas trop de questions, qu'on a un peu de temps, on va essayer de voir quelles croquettes vous utilisez et d'aller chercher une ou deux étiquettes pour les analyser. Parce qu'il faut apprendre à lire les étiquettes. Et vous verrez qu'on est parfois très surpris entre ce qu'on croit et la réalité. Ensuite, choisir des éléments qui respectent au mieux les différentes contraintes. Les besoins nutritionnels, notre contrainte à nous de rapidité, parce qu'on n'a pas toujours le temps, le côté pratique, les coûts, parce que malheureusement, on ne peut pas dépenser tout ce qu'on voudrait non plus. Alors, bien entendu, l'idéal n'existe pas. Déjà parce que les infos sont complètement contradictoires, qu'il est compliqué de faire le tri, et qu'aujourd'hui, il est difficile de se passer complètement de nourriture sèche, surtout si on a beaucoup d'animaux et peu de temps à y consacrer ou un budget relativement serré. Donc, le seul moyen de savoir vraiment ce qu'on donne, il n'y en a pas 50, c'est de préparer nous-mêmes à partir des ingrédients les plus basiques possibles, comme pour notre nourriture à nous d'ailleurs. Donc, plus on va acheter des ingrédients naturels et on va composer le repas, plus on saura ce qu'il y a dedans, évidemment. Parce que sinon, vous ne le saurez pas. Parce qu'il se charge bien de faire en sorte pour qu'on ne puisse pas le savoir. En donnant toujours la même alimentation, par exemple toujours les mêmes croquettes, eh ben, on a toujours la même acidité, que ce soit du sang ou que ce soit dans l'urine. On a une présence régulière qui est toujours la même de certains minéraux. Et donc, on peut avoir des minéraux en excès et d'autres qui manquent. Et puis, on peut avoir une accumulation de ces minéraux dans le système urinaire. Et donc, on a des calculs rénaux, on a des calculs urinaires, et on peut avoir plein de maladies de ce côté-là. Ensuite, la prise de boisson est souvent trop faible, parce qu'il a été prouvé que la prise de boisson journalière est nettement plus faible avec les croquettes qu'avec une alimentation humide. Et en fait, l'animal n'arrive pas à compenser le déficit de poisson dans sa journée quand il mange qu'une alimentation sèche. Donc, il faut essayer d'éviter le plus possible les croquettes et au moins d'alterner croquettes et nourriture fraîche quand on ne peut pas les éviter complètement, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous. Favoriser la prise de boisson. Varier les eaux pour éviter la concentration de certains minéraux, surtout pour ceux qui donnent des eaux en bouteille. Et donc pour éviter la formation de calculs urinaires, notamment quand il y a trop de minéraux. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de jouer la prudence, la sécurité et donc la variété. Et très franchement, plus j'écoute, plus je creuse les arguments des uns et des autres, et plus j'ai de doutes sur beaucoup de choses. Si on écoute les vétos, qui devraient être les mieux placés au niveau des connaissances, on sait qu'ils sont très influencés par les industriels qui les financent et qui les rémunèrent. Alors, bien souvent, ils se retrouvent en position de juge et partie. On sait ce que ça vaut. En plus, la nutrition, elle est très peu enseignée en école véto. C'est souvent les industriels de l'agroalimentaire, notamment les commerciaux, qui forment les assistants de véto ou les vétos. Et ils assurent aussi le financement dans les écoles de vétérinaires, de la recherche et même des soirées des étudiants. Donc, il peut vous dire qu'il y a une proximité entre les industriels de la production de croquettes et les vétos. En plus, l'intérêt de la profession, quelque part, c'est de vendre beaucoup de croquettes. Et puis, malheureusement, c'est aussi d'avoir des animaux malades à soigner, parce que c'est leur fonds de commerce. Alors moi, je ne dis pas que tous les vétos sont comme ça, évidemment, heureusement, non, mais j'ai de moins en moins confiance dans la position des vétérinaires. Quant aux autres théories que celles des vétérinaires, elles ne sont pas toujours bien maîtrisées. Alors, il y a des arguments qui sont avancés et qui ne sont pas forcément idiots, mais on ne sait pas exactement quelles sont les compétences des gens qui disent ça par rapport aux arguments qu'ils avancent, et ce n'est pas toujours prouvé. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que la nutrition, c'est un sujet qui est très complexe. Les micronutriments, par exemple, ça se calcule en quantité infime et une carence ou un excès peut avoir des répercussions graves sur la santé. Alors, est-ce qu'on peut vraiment jouer les apprentis sorciers sans avoir étudié en profondeur ce domaine? Ça, aujourd'hui, moi, je n'en suis pas sûre du tout. Et parmi les infos qui circulent, on n'est pas toujours capable, et je pense quelle que soit
les compétences de chacun d'entre nous, de savoir si les infos qu'on a sont vraiment fiables. Et franchement, moi, aujourd'hui, je ne sais pas. Je navigue au milieu de tout ça en m'appuyant sur mes connaissances, mes recherches, mon bon sens, mon intuition, tout ce que je sais, tout ce que je vois, mais les choses évoluent tellement vite et il y a eu tel tromperie en la matière que je ne pourrais pas vous garantir les choses. Je vous dis ce que je crois, mais je n'ai aucune certitude. Voilà. Alors, moi, ce que je donne, c'est les croquettes, parfois le matin, mais de moins en moins maintenant que je peux acheter de la nourriture fraîche à un budget raisonnable et que en fait, je fais à manger une fois ou par jour ou tous les 2 jours et puis je garde pour ne pas passer trop de temps à cuisiner. Donc, je donnais des croquettes de très grande qualité sans céréales le matin. Aujourd'hui, c'est même plus vrai puisque je ne le fais plus. Je les garde en appoint quand je n'ai pas du tout le temps de faire autrement. Alors, j'ai des croquettes de très grande qualité, mais en petite quantité parce que c'est vraiment un appoint. L'autre alimentation, bah, c'est du frais pour moi. Alors, j'ai la chance de pouvoir acheter à bas coût. Et puis, en dépannage également, donc les boîtes dont je vous ai parlé, Hermann's Bio Pure Viande, mais bien pure viande, des flocons de riz bio qu'on trouve en riz soufflé en riz déshydraté sur Zo+. Mais alors, c'est vraiment exceptionnel parce que le riz a été un bon aliment à une époque. Aujourd'hui, ça n'est plus un bon aliment parce que les sols sont gorgés d'arsenic et le riz contient de l'arsenic. Alors, le riz peut faire l'affaire pour un repas de temps en temps, mais si vous donnez tous les jours du riz à votre chien, vous lui faites charger son organisme avec de l'arsenic et c'est pas top. Puis des légumes bio ou des flocons de légumes que je cuis à la vapeur douce. Puis en friandises, quand je leur donne des friandises, et j'en donne pas en récompense, mais je leur en donne régulièrement, c'est des filets de poulet de canard séché, essentiellement, et puis des pois de serre pour les dents. Des fruits, j'en donne après mon déjeuner, quand je veux leur faire un petit encas. Des pommes ou autres, on évitera les fruits à noyaux. Et puis des compléments alimentaires, essentiellement de la levure de bière, de l'huile de colza. Alors, l'huile de poisson peut être bien aussi, mais l'huile de saumon, aujourd'hui, il faut éviter. Alors, Anne vous parlera de ce qu'elle donne, elle, dans le cadre du BARF. Elle maîtrise ça mieux que moi. Elle vous en parlera tout de suite après. Alors, juste pour finir en ce qui me concerne, je voulais vous parler de quelques aliments qui sont toxiques et dont ce n'est pas toujours su et il y a parfois des erreurs. Alors, l'avocat est très toxique, les champignons, le chocolat. Alors, attention, parce que j'ai des clients qui donnaient du chocolat comme récompense à leur chien. Alors, ça, surtout pas. Les os cuits, il y a énormément de perforations des intestins avec des os cuits qui font des esquilles. Les oignons, alors les oignons, a priori, on ne donne pas trop ça à nos chiens, mais je vous le dis quand même. Le raisin, attention au raisin qui est un fruit qui est toxique, qu'il soit sec ou frais. Les noix, un petit peu toutes les noix, il faut les éviter. Hein. Alors j'ai mis noix de macadamia, mais c'est un peu vrai avec les autres noix. La pomme de terre crue, à exclure totalement et cuite, franchement, c'est moins toxique, mais c'est quand même pas le top. Hein. Et puis tout ce qui est riche en sel, parce qu'on a beaucoup de problèmes avec la nourriture qui est très salée. Voilà pour moi. Anne, je te passe la parole sur le BARF. Oui, tu me passes les diapos à chaque fois? Ouais. Bonsoir à tous. Alors, moi, je vais vous parler du BARF parce que je suis rentrée dans cette alimentation-là avec les chiennes, voilà, plus de 13 ans. Ma chienne avait des gros soucis, elle ne digérait absolument aucune sorte de croquette. J'en ai essayé 9 sortes et après j'ai déclaré forfait. Je ne savais plus quoi donner, j'ai fait des recherches, j'ai lu beaucoup de choses dessus et donc depuis je suis au BARF pour toutes mes chiennes. Donc actuellement j'en ai 3. Alors la ration BARF, pour la calculer, en général on fait un calcul entre 1 et 3% du poids du chien. Alors pourquoi 1 à 3% 3%, ça va être un chien qui est plutôt actif. Pour un chien très actif, genre un chien qui va faire de l'agility ou tirer un traîneau, on va même aller au-delà. Et 1%, c'est plutôt pour les chiens plus âgés, parce qu'ils ont moins d'activité physique, donc leur ration doit être beaucoup réduite pour garder un poids optimum. Alors selon l'âge,
aussi pour le chiot. Pour le chiot, parfois on dit, alors il y a plusieurs courants. Certains courants parlent de 10% du poids du chiot. Certains disent à volonté. En général, le chiot est en croissance, 10% c'est une bonne moyenne. Donc 10% jusqu'à 4 mois, 5 mois. Après, on va passer tout doucement à 8% et on diminue la ration en fonction de la croissance jusqu'à aboutir aux 3% à l'âge adulte du chien. Alors, pour fabriquer une ration BARF, donc on a calculé le pourcentage en fonction du poids du chien. Et après, là, si on va calculer à peu près la proportion de chaque élément. Donc, on dit en général la moitié en viande, donc viande muscle, évidemment, un quart d'os charnu. Alors, os charnu, je l'explique. C'est pas l'os qu'on voit dans les dessins animés, hein, quand on voit le chien qui creuse avec un os tout blanc sans un morceau de viande autour. Ça, c'est bon pour le dessin animé. Un os charnu, c'est un os avec de la viande autour. Donc, l'exemple type, ça va être la cuisse de poulet ou alors le cou de volaille. Donc, il y a de l'os, mais il y a beaucoup, beaucoup de viande autour. Ensuite, dans la proportion, on met 1/8 de légumes. Donc, dans le quart restant, la moitié de ce quart, donc 1/8 de légumes. Donc, ça peut être en général des légumes crus, mixés ou hachés finement. On peut mettre aussi des légumes cuits comme du haricot vert. En général, on en mélange plusieurs. Et on peut mettre aussi 1/8 d'abats. Alors, pour les abats, je suis un peu partagée parce que beaucoup d'abats concentrent des toxines, notamment le foie ou les reins. Donc, si on reste sur des gésiers ou des choses comme ça, c'est moins problématique. Mais le foie, par exemple, on peut le remplacer par d'autres choses. J'en parlerai après quand je parlerai des huiles de poisson. Alors, cette ration-là, on la supplémente en levure de bière, puisqu'on rajoute ainsi des vitamines du groupe B pour les chiens, ils en ont besoin. On ajoute de l'huile de poisson. On peut aussi ajouter de l'huile de colza. Mais l'huile de poisson est une huile animale et avec beaucoup d'oméga 3. Et je privilégie l'huile d'anchois ou l'huile de sardine, qui en fait, les sardines et les anchois sont des poissons très riches en oméga 3, des poissons gras. Et ce sont des poissons qui sont en début de chaîne alimentaire. Donc, leur alimentation est une alimentation en général à base de plancton. Et ils n'ont pas concentré encore tout ce que les poissons en fin de chaîne alimentaire, comme les saumons par exemple, qui ont concentré en mangeant beaucoup de petits poissons et beaucoup d'autres choses, qui ont concentré donc du mercure ou d'autres éléments qui peuvent être toxiques pour les animaux. Donc, l'huile de poisson, c'est la privilégiée. Donc, c'est une huile qui est solide à température ambiante. Et cette huile-là, elle est très bonne pour l'hygiène bucco-dentaire, notamment au niveau de la formation du tartre et au niveau des bactéries de la bouche des animaux. Et les chiens, ils adorent en général. Quand on ouvre la boîte d'huile de coco, ils sont complètement fous à côté. Ils aiment bien avoir la petite cuillère. Alors, dans la ration, on peut aussi ajouter une fois par semaine de l'œuf cru, évidemment en fonction du poids du chien. Tout ça, c'est toujours calculé en fonction du poids du chien parce qu'on ne va pas nourrir un chihuahua comme on nourrirait un dog allemand. Et la notion, par exemple, la notion d'os charnu également, on ne va pas en donner chaque jour pour un chien de petit gabarit. Si vous avez un chihuahua ou un toy ou un petit York toy, il ne faut absolument pas donner de l'os charnu tous les jours parce que là, vous pouvez risquer des occlusions. On va en donner 1 à 2 fois par semaine, c'est suffisant. Et on peut complémenter à ce moment-là, supplémenter avec des coquilles d'œufs crus bio qu'on laisse sécher et on réduit en poudre et on peut donner un petit peu de cette poudre d'œuf qui pourra remplacer l'os et au niveau de la digestion, ça sera beaucoup mieux pour les petits chiens, les chiens de petit gabarit. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Alors, les avantages du BARF. Alors, le BARF, en fait, c'est vraiment une alimentation qui respecte les besoins du carnivore. On est vraiment
au plus près de ce que l'animal pourrait manger s'il était dans la nature et s'il chassait. On s'en approche en tout cas. C'est une nourriture qui est également très appétante. Les animaux, en général, ne refusent pas le barf. Alors, parfois, les chiens refusent le barf. En revanche, un chien qui a été longtemps aux croquettes peut trouver la première ration barf un peu suspecte. Donc, dans ces cas-là, c'est pas mal de le laisser jeûner 24 heures. Et au bout de 24 heures, en général, il va la trouver très appétante. Alors effectivement, le barf au niveau qualité et au niveau digestion, c'est vraiment idéal parce qu'en fait, l'appareil digestif des carnivores est totalement construit pour digérer ce type de nourriture et elle sera digérée rapidement, contrairement aux croquettes qui vont rester longtemps au niveau, ce qu'on appelle le bol alimentaire, va stagner longtemps dans l'appareil digestif, alors que là, la digestion est vraiment rapide. L'hygiène buccale est également respectée parce que l'animal va croquer, notamment dans la partie os charnu ou les gros morceaux de viande, de muscles. L'animal va devoir croquer, déchirer. Comme son appareil, sa dentition est totalement adaptée à cela, donc il a des dents pour déchirer, pour arracher. Donc, il va vraiment utiliser pleinement sa dentition et l'hygiène buccale à respecter. Donc, par exemple, mes chiens n'ont jamais vu le vétérinaire pour un détartrage. Il n'y a jamais de tartre au niveau de leurs dents. C'est également quelque chose de bien rassasiant. Une fois qu'ils ont mangé leur ration barf, en général, les chiens sont plutôt allés s'allonger, se coucher. Ils vont faire une petite sieste et on voit qu'ils sont vraiment pleinement satisfaits de leur ration. Et ça convient à tous les âges, du petit chiot, donc de 2 mois et demi, jusqu'aux chiens très âgés et aux femelles également gestantes et allaitantes, bien sûr en adaptant les rations et en supplémentant en quantité. Tu peux passer à la suivante, Sylvie. Merci. Alors, les inconvénients. Alors, justement, le risque de déséquilibre des rations, c'est ce qui arrive souvent aux débutants dans le barf, ou quand on entend barf, donc ça veut dire bone and raw food, c'est-à-dire os et viande crue, une nourriture crue. Et beaucoup de gens pensent que, allez, on y va dans l'os. Et si on met trop d'os, déjà, il y a trop de calcium et trop de phosphore dans la ration de l'animal. Et là, on peut avoir des petits soucis quand même au niveau des intestins et de constipation, parce que ça peut boucher vraiment les intestins s'il y a trop d'os. Et également, ne jamais donner de ce qu'on appelle les os porteurs de grands mammifères. Ce qu'on voit en général vendu chez les bouchers ou dans les grandes surfaces qu'on appelle l'os du boucher pour le chien, ce sont ces gros os blancs à moelle coupés en tronçons. Dans la nature, les animaux vont éviter de manger, les loups par exemple, vont éviter de manger ces os-là. En général, vous les voyez quand ils attrapent une proie, ils vont se jeter sur la partie molle de l'animal, c'est-à-dire le ventre. Ils vont déchirer tout ce qui est la panse. Et ces os-là, en général, ils vont manger ce qui est autour. Mais il faut vraiment avoir un animal extrêmement affamé pour qu'il se jette sur ce genre d'os. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils vont se casser les dents là-dessus. Donc, faire attention à ces os trop durs qui peuvent casser les dents des chiens et pas trop d'os pour le déséquilibre des rations. Alors, le problème aussi, c'est le stockage et le transport. Alors, le stockage, parce qu'en fait, en général, quand on a beaucoup de chiens ou des gros chiens, il vaut mieux avoir un congélateur pour eux. Et donc, au niveau du transport, quand on va acheter des grandes quantités de viande, il faut faire attention quand même à respecter la chaîne du froid et donc transporter toute cette viande-là dans des conditions quand même idéales pour que ça ne se passe pas trop à la chaleur. Donc, prévoyez effectivement un congélateur dans ce cas-là, à moins que vous ayez un petit chien. Pour ma part, j'en parlerai après. Alors, certains abats, effectivement, concentrent les toxines, comme le foie. Alors, le foie, les reins, ce sont des filtres pour le corps des animaux, pour nous aussi.
Et donc, il y a beaucoup de toxines qui sont accumulées dedans. Alors, pour éviter ce problème, moi, j'ai par exemple des chiennes qui détestent le foie, même le foie bio. Alors, ce que je leur donne, c'est un supplément en huile de foie de morue 2 fois par semaine, avec des gélules que j'achète en pharmacie, genre Arcogélule par exemple, ou autre. Et je leur donne en fonction du poids pour qu'ils aient leur dose de vitamine A. Alors, le coût peut être aussi très important si on n'est pas dans un groupement de commandes. Pour ma part, je me suis débrouillée au départ toute seule. C'était pas très donné comme nourriture, effectivement, mais à un moment donné, j'ai réussi à rencontrer une association avec des groupements de commandes et on fait venir la viande tous les 2 mois, de la viande congelée ou fraîche en fonction du fournisseur. Et on peut avoir ainsi des coûts vraiment très abordables. À ce moment-là, on se retrouve à peu près dans de la croquette entre moyenne gamme et haut de gamme. Et puis, effectivement, il y a un temps de préparation. Donc, quand on a congelé notre viande, il ne faut pas oublier de la décongeler. Donc, moi, je la mets la veille. Quand j'ai nourri mes chiennes, je sors la ration du lendemain et elle décongèle tout doucement toute la nuit au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Voilà, donc voilà pour le barf.